Salut Sandra. Bon, alors du coup, c'est à ton tour maintenant. Dis-moi Oui, on est donc là où tu habites, à La Paz, hein, donc en Bolivie. Et la première interrogation qui me vient, c'est comment t'es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que, bon, moi, t'as des origines bon, françaises, guadeloupéennes. Qu'est-ce qui fait que qu'on se rencontre ici? Qu'est-ce qui s'est passé? mais déjà, on va dire que grâce à ma maman qui avait l'esprit quand même de sortir un petit peu de sa zone de confort et qui a accepté un contrat en tant que professeur au Collège français. Je suis arrivée à 14 ans à La Paz et j'ai passé ma scolarité jusqu'au bac ici, quoi, à La Paz déjà. Donc on peut dire que quand je suis arrivée, parce qu'à l'époque nous vivions non pas en Guadeloupe, j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Et ma mère étant professeure avait cette possibilité de toujours améliorer, on va dire, ses finances, soit en revenant. Bon, bref, elle avait cette liberté de mouvement. Donc, à un moment donné, nous sommes rentrés dans le Berry, en plein centre de la France métropolitaine. Donc, je suis passée du Berry aux Andes directement à 14 ans. Et ça a été un choc culturel, on va dire, hein. La Paz, pour moi, ça a été c'est un endroit qui est toujours un endroit de transformation, donc une transformation profonde, hein. Mm. Quand on a 14-15 ans et qu'on est encore bourré de stéréotypes de la société, de choses héritées Le de nos choc parents. culturel, quoi, Et total, non? déjà, le choc culturel. Mm. La première chose que je me rappelle, c'est le ciel bleu magnifique le jour où nous sommes arrivés. Je n'avais jamais vu un ciel bleu pareil. Alors aujourd'hui, pas de chance, nous sommes en période des pluies. On n'a pas cette chance j'ai pas cette chance de pouvoir vous montrer ce ciel bleu tellement caractéristique de cette ville qui est perchée quand même entre 3006 et 4000 mètres d'altitude, où le ciel est pur. Donc oui, ça a été. Ouais. Mais on s'y fait. Donc oui, ça a été une grosse transformation. Ça m'a demandé de m'adapter déjà à une autre culture, à d'autres façons d'être au niveau relations humaines. Et ça a été excellent, ça a été vraiment quelque chose. Moi, j'ai eu l'habitude de dire que je suis née une deuxième fois en Bolivie. C'est pour ça que j'ai autant d'attaches par rapport à ce pays. Je pense que dans tous les endroits où on subit une transformation, ensuite se crée une attache. Même chose si on subit une transformation grâce à une personne aussi, ou à travers une personne aussi, il y a aussi un lien profond qui se crée. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri en Bolivie. Et ensuite, je suis partie au Chili une fois avoir eu mon bac, à Santiago du Chili, qui était un des rares endroits où on pouvait faire des études. Et j'avoue que j'avais aucune envie de rentrer en France. On a quand même l'impression de vivre un petit peu dans un rêve, quoi, quand on vit dans un pays comme ça, qui est si atypique. Personne pense la Bolivie. Non. Et d'ailleurs, il y a peu de Français qui viennent volontairement ici en Bolivie, de plus en plus, mais peu. Il y en a surtout qui ne savent Toi, pas où c'est, quoi. il y en a qui ne savent pas où c'est. Ah, la Nous avons Bolivie. un exemple ici En de quelqu'un. Inde. Mais quoi que tu n'es pas venu Non. dans l'intention, disons que la Non, non. Bolivie t'a happé et que tu y es C'est un appel, resté. comme, Voilà. comme pour toi, c'est un appel auquel il faut répondre. Voilà, et on n'a pas le choix. Donc ensuite, j'ai dû. Le Chili n'a pas été un pays où je me suis sentie bien à mes 19 ans. Donc j'ai dû finalement rentrer en France, sur la Côte d'Azur directement. Donc ce qui aussi a été un deuxième choc culturel. Passer des ans dans la Côte d'Azur, c'est difficile et je pense que c'est même plus difficile de se réadapter quand on rentre en France. Tu as passé combien de temps ici, du coup, Alors avant finalement, de pas rentrer? tellement d'années, j'ai passé 4 ans, mais c'est 4 ans Ouais, intenses parce que c'est l'adolescence, parce ouais, qu'on est en en plus, pleine. ouais. Donc ouais, Mhm. donc ça a été compliqué pour moi de me réadapter à la Côte d'Azur. La Côte d'Azur a des très bons côtés, mais c'est pas quelque chose qui me remplit. C'est un endroit pour moi qui a des belles lumières aussi. Bon, j'ai beaucoup d'amis qui y sont, donc je suis toujours très contente de les revoir là-bas. Ma maman y habite, mais c'est pas quelque chose qui me remplit à l'année d'y être, quoi. C'est difficile à expliquer, mais pour moi c'est à l'époque où à Nice, j'ai travaillé à l'aéroport de Nice quelques années, qui est un chouette emploi. Mais bon, ma vie à l'époque, c'était travailler, sortir du travail, aller au centre commercial Cap 3000, que tout le monde connaît là-bas, et m'acheter des fringues. Acheter, travailler, acheter, payer, travailler, acheter, payer. Voilà, globalement, c'était ça. Et il n'y avait pas d'autres modèles. Je ne voyais pas d'autres modèles en fait qui pouvaient m'alimenter. Et je n'étais pas alimentée du tout par rapport à ça. Les relations humaines aussi, c'était pas la même chose qu'ici.
Les gens sont quand même un petit peu plus seuls, je trouve, un petit peu plus individualistes, du moins à l'époque. Je pense que c'est un petit peu en train de changer en France et c'est très bien. Donc j'étais pas en phase du tout avec ce que je vivais là-bas et ça a duré quand même plus de 15 ans. Plus de 15, entre 15 et 20 ans, je ne sais plus exactement. Ouais, tu as supporté. Après viennent les peurs, quand on rentre en France, viennent les peurs parce qu'on est bombardé d'informations comme quoi la France c'est quand même un pays sûr, c'est quand même un pays où il y a plein d'avantages qu'il n'y a pas dans d'autres pays, ce qui n'est pas faux. Mais ça, il faut voir par rapport à ce que chacun cherche en fait. Ne surtout pas rester avec des peurs. Si on reste dans un pays par peur, je sais Pas pas. sain, déjà, Ouais, ça. peut-être qu'il y a d'autres perspectives, quoi. Plus. C'est sûr que quand on n'a jamais goûté à autre chose, après on ne sait pas. On peut avoir un appel, peut-être comme toi, tu n'étais jamais sorti de France finalement, avant de commencer à voyager. Un petit peu, mais pas. Voilà. Mais Pas tu avais tant quand que ça. même un appel. Moi, j'avais Ouais. goûté à certaines choses. Toi, pas encore, mais Non. tu avais quand même un appel vers Non. autre chose. Donc il y avait quand même une espèce de vide qui convient pas, quoi. Qui convient Et puis il pas. faut se lancer, c'est ça qui nous donne vie aussi, quoi. Ouais, c'est Hein. ça. Donc, on va dire qu'après, au bout de. Ensuite, donc, j'ai tenté en fait de trouver des opportunités qui me permettent de travailler sur Internet pour pouvoir repartir à l'étranger, parce que j'avais toujours cet appel très fort. J'ai trouvé une opportunité qui s'appelle toujours Herbalife, dans laquelle je me suis trouvé beaucoup de choses qui me plaisaient énormément. Ça m'a appris à me développer en tant qu'indépendante, de travailler vraiment et d'être mon propre patron. Ça m'a fait passer des limites, parce que quand il fallait faire des enquêtes dans la rue et que il faut y aller, donc tu es obligé de te dépasser, mais il y a un tel appel vers vivre autre chose que ce que la société me proposait, que je l'ai fait et puis ça n'a pas trop mal marché. On a terminé au bout de 10 ans en étant parmi les 15 meilleurs vendeurs d'Europe. Et c'est ce qui nous a permis, avec mon conjoint de l'époque, Pierrick, de venir vivre ici, parce on avait développé une activité par Internet, chose qu'il n'y a pas chez Herbalife. Mais moi aussi, n'étant jamais dans la conformité des choses et suivant toujours mes appels, il y avait des choses chez Herbalife qui me plaisaient, d'autres moins. Et j'avais vraiment envie, moi, j'étais rentrée dans Herbalife pour partir à l'étranger. Je n'étais pas rentrée ni pour faire des enquêtes dans la rue, ni pour distribuer des tracts. Donc c'était ça. Donc on a créé notre propre façon de faire et avec ça, ça a très bien marché. Mieux qu'avec le modèle imposé pour nous. Et grâce à ça, on avait des clients par Internet et on a pu vivre ici quelques temps. Ensuite, on a été appelé plutôt vers vivre, ce qui nous appelait réellement à ce moment-là, qui pour moi était plus les thérapies, développer plus mon côté thérapeutique et voilà, globalement. Donc une vie assez mouvementée quand même. Une depuis vie toute pas jeune, trop, avec pas mal de rebondissements. pas trop dans les clous finalement. C'est bien aussi de sortir du carré traditionnel. Et dans ce sens-là, disons que bravo. Merci. Merci Adrien. Non, mais c'est vrai que pas tout le monde est capable d'avoir cette écoute par rapport à soi-même et puis de se lancer, et puis de se laisser bercer un petit peu par cette petite voix, disons. Et notamment pour rebondir là-dessus, il y a aussi quelque chose qui te caractérise, disons aujourd'hui et puis aussi avant, disons, de ta vie, voilà, qui est la profession que tu exerces actuellement, qui est autre chose, qui est quelque chose d'assez différent quand même, de communication animale. Toujours. Donc qu'est-ce qui t'a poussé, disons, ou quels ont été tes différents ressentis par rapport à qu'est-ce qui t'a attiré sur cette voie, disons? Alors, ce qui m'a attirée sur cette voie, en fait, c'est que tout simplement, j'ai subi moi-même, entre guillemets, une expérience de communication animale il y a à peu près 8-9 ans. À l'époque où j'habitais encore, donc à un moment j'habitais sur Montpellier en pleine campagne, donc j'ai eu un vrai épisode de communication animale avec un chat qui est apparu chez moi, qui venait que je n'avais jamais vu. Et je me suis dit waouh, alors on peut vraiment communiquer avec les animaux de cette façon-là. Et moi je ne connaissais pas du tout ça, quoi. Je me disais mais comment ça se fait que c'est pas plus connu que ça, si ça existe, ou est-ce que c'est moi qui me fais des films? Et en faisant ces recherches, je me suis aperçue qu'il y avait des communicateurs déjà dans le monde qui existaient et dont c'était la profession, telle que Laila Del Monte, avec qui j'ai suivi, on va dire, un stage, mon premier stage de communication animale. Et là, j'ai pu me rendre compte que oui, on pouvait communiquer avec les animaux de cette façon, on va dire, directe, téléempathique, de cœur à cœur. Maintenant, il y a plusieurs dénominations. Et lors du stage, je me suis aperçue aussi que j'avais quand même malgré ce que je pensais, moi j'étais allée au stage vraiment pour approfondir, parce que j'aime pas rester dans la superficialité des choses, et j'aime bien comprendre les choses. Donc j'y suis allée vraiment pour voir comme ça, et j'ai eu des bons résultats assez rapidement lors
de ce stage où j'ai vu il y avait des choses qui sont confirmées, que j'arrivais à voir et tout ça. Mais bon, c'était pas encore du tout, pour moi, j'en voulais pas du tout en faire ma profession, hein. J'étais dans le marketing à l'époque avec mon conjoint, donc on n'était pas là-dedans du tout. Ensuite, nous sommes donc, en revenant en Bolivie, j'ai commencé à vouloir partager cette possibilité de communication animale qui est quelque chose de pas du tout connu ici. Et les gens, en fait, ont commencé à me demander « Ah, tu peux me faire quelque chose pour mon chat, tu peux me faire quelque chose pour mon chien ?» Et au début, je l'ai fait gratuitement comme ça, ne me sentant aucune légitimité d'être communicatrice animale si rapidement. Et c'est comme ça, grâce aux gens et grâce finalement, ou encore une fois, aux Boliviens, hein, qui m'ont poussé toujours dans mes limites et qui à chaque fois me présentaient des cas où là, je me disais « Oh là là, encore un cas, je ne vais pas y arriver, machin ». Mais non, alors je le faisais et je me rendais compte que ça marchait bien, qu'il y avait toujours une réponse émotionnelle de ce qu'on appelle les gardiens des animaux qui validaient ce que je voyais. Et comme ça, j'ai pris de l'assurance et de la confiance en moi. Et il y avait aussi des gens autour de moi qui me disaient mais vas-y, mais fais-en ta profession, mais fais-nous un atelier, apprends-nous, tout ça. Et ça m'a pris aussi du temps. D'ailleurs, je salue Adriana, je salue Sébastien qui ont toujours été derrière moi pour me pousser dans cette voie-là. Et je l'ai fait. J'ai commencé mon premier atelier, ça s'est très bien passé, très bon échange avec les gens, très réceptif. C'est sûr que quand on fait cette activité, on attire des gens quand même qui sont très dans le cœur, très empathiques, très sensibles. Et c'est la grande chance que j'ai, quoi. C'est que moi, je suis maintenant entourée de personnes qui sont dans ce style de personnes-là. Et maintenant, comme je suis la seule communicatrice animale pour l'instant, en tous les cas en Bolivie, je suis en train de développer cette activité aussi bien en Amérique latine. J'aimerais la développer, aussi l'amener dans mon île natale, la Guadeloupe. Et j'ai aussi fait... Ok, donc on a eu une petite coupure, donc on va reprendre cette interview. Voilà, donc on était en train de finir sur le fait que toi, tu avais commencé cette communication animale ici, tu as donné des ateliers en Bolivie et que tu aimerais aussi ouvrir cette porte en Guadeloupe notamment. Ouais. Et disons que c'était quelque chose qui t'importe, disons, d'amener ce message, disons, aux personnes. Et qu'est-ce qui te parle, toi, par rapport à ça, le fait d'amener les gens à ouvrir un peu leur conscience et puis de peut-être se connecter, puis d'être un petit peu plus unis. Ouais. Disons que moi-même, quand je suis sortie de mon atelier avec Laila Del Monte, j'avoue que ça a changé ma vie quand même. Parce que là, on se dit, bon, alors on peut parler avec une vache, on peut parler, ça change déjà, ça nous ouvre une autre conception du monde et on se rend compte que bon, le monde, c'est pas juste un petit truc. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres choses et puis ça nous ouvre plein de portes et plein de portes et plein de portes. Et ce qui me plaît, d'une part, c'est vrai que c'est de donner une voix aux animaux parce qu'on se rend compte qu'ils ont... tout comme nous des émotions, tout comme nous des réflexions, enfin souvent des traumatismes. Ici en Bolivie, il y a quand même beaucoup de chiens errants qui sont sauvés, il y a beaucoup de chiens perdus. Alors moi je travaille beaucoup sur les animaux perdus aussi, où j'ai développé pas mal ça, parce qu'ici il y a une énorme demande. Donc il y a déjà, c'est apporter déjà un bien-être aux animaux et renforcer l'harmonie qu'il peut y avoir entre êtres humains et animaux, une meilleure compréhension, une relation de cœur à cœur beaucoup plus profonde, et une fluidité dans cette connexion. Beaucoup de personnes ont intuitivement ou inconsciemment, mais ils ne savent pas si c'est de l'imagination. On leur a tellement dit que ce n'était pas possible que bon, ils n'y croient pas trop. Et alors ça, pour les consultations et pour les ateliers, ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir les gens se découvrir eux-mêmes à travers des nouvelles capacités qu'ils ne s'imaginaient pas avoir. Parce que dans les ateliers, on va dire qu'il y a 95% de gens qui réellement partent tous avec une communication réelle, confirmée, et ça leur change complètement la vision de la vie et d'eux-mêmes, quoi. Donc tout ça est une toute petite porte vers toutes nos possibilités, aussi bien d'êtres humains que, aussi bien, comme j'aime bien le dire, d'animaux humains que d'animaux tout court. Et de pouvoir vivre dans l'avenir avec une meilleure harmonie. Je pense qu'il y a énormément besoin de ça. En Amérique latine, il y a énormément besoin de ça, en Bolivie en particulier. Bon, je parle de la Bolivie parce que c'est l'endroit que je connais le mieux. Et je pense qu'en Guadeloupe aussi, et je pense que partout dans le monde aussi, il y a tellement encore de choses à faire par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est ça, c'est ça qui me meut. On est dans l'ouverture de conscience. C'est ça, un domaine que tu connais bien aussi. Oui. Écoute, merci beaucoup pour ton partage et tes expériences. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions et interviews. Bien sûr, et discussions. bien sûr, Adrien. Okay. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.